Bonjour à tous, Patrick Ferron, Altios International. Donc, ravi de vous accueillir pour ce second webinaire organisé avec la région Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes donc aujourd'hui réunis avec des experts américains concernant la partie ressources humaines et également Hervé Linder, avocat au barreau, près du barreau de New York, basé à New York. Ce que je vous propose, on va pouvoir intervenir avec chacun de nos trois intervenants, mais avant cela, je souhaitais passer la parole à Madame Martine Navarre de la région de la Nouvelle-Aquitaine, qu'elle puisse nous présenter en fait ce dispositif d'accompagnement international qui a été mis en place par la région en ce début d'année. Martine, je vous laisse présenter un peu ce dispositif de la région. Oui, merci. Alors, je suis désolée, mais ma webcam n'a pas l'air de fonctionner aujourd'hui. Donc, vous m'entendez, j'espère, mais malheureusement, vous n'allez pas pouvoir me voir. Bon. Donc, voilà, moi, j'appartiens au service international de la région Nouvelle-Aquitaine et la région a mis en place pour amener les entreprises à l'international, un certain nombre de dispositifs, et notamment le dispositif Booster. Le dispositif fait partie d'un parcours et il vise à, on va dire, faciliter, accompagner les entreprises qui souhaitent s'implanter à l'international dans un certain nombre de pays. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un prestataire dans ces pays-là pour accompagner les entreprises et leur faciliter les modalités d'implantation, que ce soit pour un bureau de représentation, une succursale, une filiale. Et pour cela, donc, la région a passé un appel d'offres en 2017 et a sélectionné 4 prestataires sur 4 zones géographiques. Donc, il y a la Chine, le Japon, la zone alémanique, Allemagne, Suisse, Autriche et les États-Unis. Donc, sur chaque pays, un prestataire a été sélectionné. Et donc, sur la Chine, c'est la société BVR qui est implantée donc, à Shanghai, mais aussi à Canton, et qui dispose donc de bureaux en Chine. Sur la zone alémanique, c'est la CCI France-Allemagne. Sur le Japon, c'est également la CCI France-Japon. Et sur les États-Unis, c'est nos collègues d'Atios International qui disposent aujourd'hui de bureaux à New York et bientôt donc de bureaux sur la côte ouest et qui qui sont susceptibles d'aider les entreprises dans leur projet d'implantation donc aux États-Unis. Quelles sont les prestations qu'offrent ces boosters? Aujourd'hui, ça va de la simple information de premier niveau, comme aujourd'hui vous assistez à un webinaire sur la gestion des ressources humaines aux États-Unis, c'est une information. Il y aura également des journées de sensibilisation qui auront lieu à la fin du mois de novembre. Mais c'est aussi un accompagnement sur mesure pour toutes les entreprises, accompagnement personnalisé du projet d'implantation, de l'étude du projet jusqu'à l'accompagnement, on va dire, opérationnel, c'est-à-dire ça peut être la rédaction de statut d'une société, ça peut être la recherche de sites d'implantation, un appui au recrutement, un accompagnement sur des opérations de croissance externe, enfin, toute une série de prestations, on va dire, pour faciliter l'implantation. Et puis, si Altios n'est pas en capacité ou le booster n'est pas en capacité de le faire, également un réseau de partenaires sur place à disposition des entreprises, composé d'experts, ça peut être évidemment des conseils, des juristes, des avocats, des notaires, des banquiers, en capacité d'aider l'entreprise. Et à côté de ça, également, sur chaque booster, des solutions, on va dire, d'hébergement,
des solutions de centre d'affaires pour des domiciliations, pour héberger des salariés, des VIE que les entreprises souhaitent amener sur ces pays-là. Alors, pour ce dispositif, comme sur tout le parcours de l'export, donc, si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez évidemment me contacter la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, vous avez les coordonnées qui s'affichent. Nous avons aussi un site internet international, donc @nouvelleaquitaine.fr, sur lequel vous pouvez trouver tous les renseignements. Voilà. Je vais laisser la parole maintenant à Altios pour qu'il vous un peu plus d'informations sur la gestion des ressources humaines. Merci beaucoup Martine. Alors, ce que je n'ai pas précisé, ce que vous pouvez faire, c'est si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous interpeller et interpeller l'expert qui intervient. Pour ce faire, vous avez dans votre panneau de configuration webinar une fonction chat. Donc, posez vos questions et on les reprendra avec plaisir. Je vais maintenant vous introduire auprès de nos 3 experts qui vont intervenir dans le cadre de ce webinaire. Donc, tout d'abord, Guy Ossé. Guy, qui est responsable de projet senior au sein de notre structure basée à New York, franco-américain, et qui travaille dans le cadre de recrutement aux US pour le compte de sociétés françaises. Guy interviendra sur toute la partie stratégie de recrutement, process, bonnes pratiques. Ensuite, je laisserai intervenir Hervé Linder. Donc, Hervé Linder est avocat auprès du barreau de New York et accompagne les entreprises françaises dans toute la partie visa, droit des affaires sur le marché américain. Et puis enfin, Louis Blard, qui est le responsable de notre département Corporate Services et en fait qui anime la gestion d'une 60aine de filiales françaises aux États-Unis avec son équipe. Et Louis intervient sur toutes les fonctionnalités de mise en place de payroll, gestion du payroll, couverture santé. Voilà. Donc, merci encore une fois à vous tous pour votre présence à ce webinaire. On va se laisser à peu près 30 minutes, donc 10 minutes avec chacun de nos 3 intervenants. N'hésitez pas encore une fois à poser vos questions. Et puis, s'il y a le temps, on se gardera un quart d'heure à la fin pour des questions-réponses et échanger ensemble. Voilà. Je vais laisser maintenant Guy Ossé intervenir sur la partie recrutement aux États-Unis. Guy, le micro n'est pas activé. Voilà, c'est bon. C'est bon. Oui, merci Patrick pour cette présentation. Donc voilà, donc je vais commencer tout simplement par donner un peu une vue d'ensemble de la situation actuelle aux États-Unis. Donc ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'on est en situation de quasi plein emploi aux États-Unis, avec un taux de chômage qui est extrêmement bas, puisqu'il est en moyenne de 3,7% de chômage sur le mois dernier. Bon, pour vous donner quelque sorte de grandeur, en Floride, c'est 3,5%, au Texas, c'est 3,8%, sur des grands États comme New York, la Californie, l'Illinois, ça va être 4,1%. Donc voilà, c'est des taux extrêmement bas, ce qui crée naturellement un challenge. Le premier challenge, c'est de pouvoir recruter, et c'est-à-dire présenter une offre qui va être attractive pour pouvoir susciter l'intérêt auprès des candidats. Donc ça va passer par vraiment être compétitif à tous les niveaux du contenu. Depuis la lettre de mission, en passant par le package, donc on y reviendra par la suite, rémunération, bénéfices notamment, les moyens humains en temps passé et financiers et toute la partie accompagnement. Donc évidemment, le plus vous êtes sur des industries de niche, le plus compliqué, ça va être de trouver des employés de qualité disponibles. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est qu'aux États-Unis, du fait de cette situation, on va être sur une approche proactive. Il va falloir aller à la recherche des talents et très souvent les débaucher pour avoir des candidats de qualité. Donc ça, c'est une approche déjà importante à mentionner. Donc voilà, donc déjà, slide suivante, je vais parler maintenant
des différences culturelles. Donc, Patrick, je te laisse transitionner à la slide d'après. Donc, pour les grandes différences culturelles à anticiper pour mener à bien votre mission de recrutement, déjà, le premier point, et ça rejoint un peu ce que je disais avant, c'est la flexibilité. On a un marché sur l'emploi très dynamique. On est sur des séquences de recrutement très, très rapides comparé à l'Europe. Il faut savoir être très réactif. Ça, c'est dû au marché. À la nature des contrats, les contrats sont at will, ce qui veut dire que vous pouvez commencer ou finir une collaboration à n'importe quel moment, n'importe quel jour, que ce soit du côté employeur ou employé. Après, bien sûr, il y a généralement un préavis de courtoisie de 2 semaines. Mais bon, dans les faits, on peut se séparer du jour au lendemain ou on peut commencer une relation de collaboration du jour au lendemain avec un employé ou un employeur. Donc ça veut dire qu'il va falloir être extrêmement réactif sur le marché pour pas perdre les talents. Les candidats qui sont retenus peuvent, s'ils sont en recherche active, vraiment être débauchés à n'importe quel moment. Donc, il va falloir être très réactif. Deuxièmement, il va falloir raisonner en termes de package. Donc, contrairement à la France, où on a un peu une offre globale, un peu tout compris, aux États-Unis, on est sur une offre à tiroir. Donc, on va avoir différents leviers, on en a 5, sur lesquels on va pouvoir jouer pour créer un package, une offre globale intéressante. Donc, les 2 plus importants, c'est la rémunération, d'une part, et puis deuxièmement, c'est les benefits. Donc, les benefits, c'est notamment l'aspect santé, le plan santé, qui est aux États-Unis à travers l'employeur, ainsi que le système retraite. Donc, le plan santé, pourquoi c'est important? C'est super important parce que ça constitue un poste de dépense extrêmement élevé aux États-Unis. Ça peut représenter jusqu'à 20% de votre staff expense. Donc ça, c'est très, très important. Et pas plus tard qu'hier encore, sur une mission de recrutement, le candidat, là, au cours de la négociation, me demandait de pouvoir inclure sa famille sous son plan santé à travers l'entreprise qui souhaite le recruter. Donc, vous saisissez l'importance du plan santé et de la rémunération, bien entendu, pour les Américains et pour les candidats aux États-Unis. Le troisième point, et ça, par contre, Maître Linder il reviendra par la suite, c'est l'importance du droit individuel et de la non-discrimination en entreprise. Aux États-Unis, les CV n'ont pas de photos, voilà, il ne faut pas faire apparaître d'informations personnelles. Et ça, on le rappelle d'ailleurs à nos clients, dans le cadre du processus d'entretien, il ne faut pas poser de questions personnelles sur le statut marital, sur la situation familiale des candidats. Cela n'est pas légal. Donc, il faut faire très attention, c'est des points de vigilance. Je sais qu'en Europe, c'est très courant de poser des questions sur la situation personnelle et familiale. Ici, il faut faire attention à cela. Donc, ça, c'est des points de vigilance à avoir. Voilà, je vais passer à la slide suivante. Qui est un peu le miroir de ce que je disais précédemment. Et il va falloir, une fois qu'on a recruté ces talents, les fidéliser. Les fidéliser, pourquoi? Parce qu'on est sur un marché de l'emploi très dynamique. À n'importe quel moment, un de vos concurrents peut venir essayer de débaucher l'un de vos talents. Donc, pour cela, et notamment sur les fonctions commerciales, il faut vraiment répondre aux attentes de vos salariés. Aux États-Unis, on est sur une culture de la performance avec un dépassement de soi. Les fonctions commerciales, il va falloir pouvoir apporter un niveau de commission intéressant pour motiver les équipes de vente, les récompenser, les encourager. Ça, c'est très important aux États-Unis. Les Américains et les gens présents sur le territoire américain doivent vraiment recevoir des incentives pour récompenser leur travail. Donc voilà, et ça rejoint aussi un peu ce qu'il faut faire, c'est-à-dire donner des perspectives et puis des incentives à vos employés. Donc ça peut passer par l'évolution de poste, de responsabilité. Donc on peut mettre en place, par exemple, des progress reports qui vont permettre de monitorer la performance de vos employés et d'ainsi les récompenser en fonction. Voilà, donc ça vous permettra de faire un suivi régulier de la performance de vos employés. Des bonus de rétention, par exemple, vous pouvez dire à votre employé, voilà, si tu restes dans la compagnie dans 1 an, tu auras un bonus de temps. Donc voilà, il y a aussi, on peut jouer sur les congés qui sont extrêmement bas aux États-Unis. Généralement, il y a 2 semaines de vacances. On peut dire, par exemple, en année 1, vous aurez 15 jours de vacances. À partir de l'année 2, vous aurez 20 jours. Donc ça, c'est des petites choses, mais qui, mis bout à bout, font une différence au final sur le package. Le paiement de formation,
On a parlé du dépassement de soi. Les Américains, ils aiment bien progresser dans leurs fonctions, être les meilleurs. Donc, si on leur propose des formations pour les monter en compétences, ça va être quelque chose de très apprécié. Et puis, l'aspect qui est beaucoup plus développé aux États-Unis qu'en Europe, c'est le team building. C'est vraiment pouvoir créer une atmosphère de travail favorable. Aux États-Unis, le travail, ça fait partie de la vie quotidienne. On travaille énormément, il n'y a que 2 semaines de vacances. Les office parties, pas plus tard que Halloween, par exemple, qui permet justement de créer une très bonne atmosphère de groupe. Puis après, il faut être créatif. On peut mettre en place des bonus et des incentives pour récompenser en fonction. Je vais passer à la slide suivante. Un point majeur, c'est le niveau de rémunération. Donc, le niveau de rémunération, il est largement supérieur aux États-Unis qu'en France. Il y a 3 niveaux. Il y a le niveau fédéral pour les salaires, niveau fédéral, étatique et local. Le minimum fédéral, donc le salaire horaire minimum, est de 7,25 $ de l'heure. Ça, c'est le minimum fédéral. Cela n'a pas été augmenté depuis 2009. En revanche, au niveau étatique, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une augmentation des minimums des taux horaires. Donc ça, par exemple, en début d'année, il y a 29 États et le District de Columbia, donc Washington DC, qui ont augmenté leur salaire minimum. Donc ça a impacté 4,5 millions d'Américains quand même. Donc c'est quelque chose d'important à avoir en tête. On est sur vraiment des augmentations des salaires minimums. Par exemple, le Maine, en début d'année, a augmenté d'$1 son salaire minimum au taux horaire. Sur New York City, parce que c'est le niveau local, bientôt, là, en fin d'année, on va passer à 15 $ de l'heure, ce qui est 2 fois plus élevé que le salaire minimum fédéral de 7,25. Donc, tout ça, c'est des ordres de grandeur qu'il va falloir pouvoir anticiper, avoir en tête pour construire vraiment un budget qui est en phase avec les réalités du marché. Voilà, à droite, on a mis quelques ordres de grandeur pour tout simplement vous donner un petit état des lieux. Donc, je vais ensuite passer aux phases de recrutement. Les phases de recrutement, elles sont semblables aux phases françaises, donc je ne vais pas m'intéresser aux phases qui sont communes, mais plus aux points de différence. Donc déjà, il faut définir les besoins, c'est très important, avoir un rétro-planning en fonction et surtout écrire une job description qui va être compétitive et intéressante. Donc ça, c'est un élément clé du dossier de votre mission, c'est la description du poste. Il va falloir vendre votre entreprise et trouver les mots pour susciter de l'intérêt. Après, promouvoir l'annonce à travers vos partenaires, à travers les réseaux sociaux qui sont beaucoup plus utilisés aux États-Unis qu'en Europe pour tout ce qui est recrutement, à travers les partenaires RH également. Ensuite, lancer la phase de recherche. Donc, le passage des candidatures, il faut les screener. D'abord par téléphone pour en fait pouvoir resserrer la liste et en dégager une shortlist. Et ensuite, une phase d'entretien avec les candidats en personne ou via Skype, s'ils sont loin, par exemple sur la West Coast, ça peut être plus compliqué. Donc voilà, donc il faut avoir une approche proactive. Généralement, les talents, il va falloir aller les débaucher. Ils vont pas venir d'eux-mêmes, donc il va falloir aller les chercher. Ensuite, il y aura la rencontre des candidats qui sont sélectionnés et shortlistés. Il y aura éventuellement des tests, des tests de logique, etc., en fonction des besoins de l'entreprise et en fonction du poste, bien entendu. Un background check pour vérifier un peu l'identité et puis le passé des candidats. Puis ensuite, il y aura la décision. Et ce qui est très important d'avoir en tête, c'est qu'entre le moment où vous rencontrez votre candidat et que vous le retenez et la décision et l'envoi de la lettre d'embauche, il va falloir être très, très rapide. On ne peut pas se permettre de laisser passer plus de 2 semaines entre le moment où vous avez rencontré la personne en rendez-vous final et le moment où vous envoyez la lettre, la décision. Donc ça, il faut être très, très rapide, très réactif, parce qu'entre-temps, vous pouvez perdre le candidat s'il est en recherche active. Donc voilà, ça c'est un point à avoir en tête, c'est très important. Après, il y a les formalités administratives qui sont très rapides. Le jour même, ça peut être rempli, donc ça, c'est pas un problème. Et spécificité un peu américaine, c'est la vérification des références qui sont fournies par les candidats. C'est-à-dire, cela vous permet d'appeler des contacts d'employeurs passés pour vérifier et avoir du feedback sur votre candidat, pour s'assurer que c'est le bon candidat, avoir des retours sur ses compétences, son attitude au travail, etc. Donc voilà, donc ensuite, ça nous amène à l'intégration du candidat. Donc l'intégration, le onboarding, c'est une phase clé du processus de recrutement américain.
C'est sur cette phase-là qu'on va pouvoir poser les bonnes bases de la relation et mettre le nouvel employé en confiance, en l'intégrant à l'équipe. Donc voilà, je vais pas passer tous les éléments de la checklist en revue parce qu'il y en a certains qui sont communs avec l'Europe, mais néanmoins, ça peut être très intéressant de désigner un mentor au nouvel employé pour pouvoir l'intégrer, le guider, l'accompagner dans son intégration. Et un point aussi important, ça peut être intéressant de créer un team building dès le premier jour, c'est-à-dire par exemple d'aller en déjeuner d'équipe, qui va pouvoir permettre de mettre à l'aise le nouvel employé, de créer une atmosphère de cohésion qui va être importante pour la suite. On pourra également discuter du plan et des objectifs en premier jour, premier semestre, première année. Donc voilà, nous, ce qu'on recommande à nos clients, c'est bien sûr de venir sur le terrain ici aux États-Unis sur place pour accompagner l'intégration de leur nouvel employé ou d'ailleurs de faire venir cette nouvelle recrue en France pour faire rencontrer les équipes. Donc voilà, donc ça c'est un point important également. Donc voilà, ça c'est pour l'intégration qui est un moment important. Merci beaucoup Guy pour ton intervention. En résumé, moi ce que je peux ajouter, c'est qu'en effet le contexte actuel où on a un chômage qui est inférieur à 5% et dans les fonctions de manager qui est bien en deçà, fait que l'entreprise doit bien penser en amont sa stratégie de recrutement en termes de profil, en termes d'approche, de package, être également bien informé sur les notions de droit, et c'est ce que l'on va pouvoir voir tout de suite après avec notre partenaire juridique et légal, et aussi d'avoir une certaine réactivité. À partir du moment où vous avez des candidats par un cabinet qui sont présélectionnés, vous avez une shortlist de 3, 4, 5 candidats, il faut que dans les 10 jours, vous puissiez les rencontrer et que vous puissiez rapidement avancer avec eux. Parce que ces candidats sont disponibles aujourd'hui, ils ne le seront pas forcément après-demain. Voilà. Donc, merci encore beaucoup, Guy, pour ton intervention. Je vais maintenant demander à Hervé Linder, donc avocat sur New York, de pouvoir en fait vous présenter deux choses. Une première chose qui sont en fait les visas auxquels peuvent recourir les entreprises françaises. Et puis une deuxième partie, c'est aussi de pouvoir compléter l'information de ces entreprises françaises par rapport à des notions clés de droit du travail aux États-Unis. Hervé, je te cède la parole. Il faut que tu puisses activer ton micro. Ah, voilà. C'est bon. C'est bon? C'est bon. D'accord, parfait. Alors, vous m'entendez toujours? Toujours. Parfait. Alors, donc, je vais vous parler en fait un petit peu du droit du travail et des différentes possibilités de faire venir des salariés étrangers aux États-Unis par le biais de visa de travail, ce qui est souvent une problématique que rencontrent les entreprises qui s'implantent aux États-Unis, les entreprises étrangères. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous n'êtes pas américain ou résident permanent, donc titulaire d'une carte verte, il faut un visa de travail pour venir travailler aux États-Unis. Et le principe, c'est que le visa est donc demandé par l'employeur. Et le visa est spécifique à l'employeur. Et donc, tout changement d'employeur nécessite un changement de visa. Donc, c'est l'employeur qui maîtrise la démarche d'obtention du visa de travail et non pas l'employé. Vous avez différents types de visas disponibles. On en a listé 4 principaux. Je vais parler du visa principal qui est généralement utilisé par les entreprises françaises qui viennent aux États-Unis, qui est le visa E2. Le visa E2 est un visa d'investisseur qui est fondé sur un traité que les États-Unis ont avec la France et avec un certain nombre de pays, mais pas tous, qui permet aux entreprises qui sont in fine détenues à plus de 50% par des citoyens français, soit directement, soit à travers des sociétés, de pouvoir envoyer aux États-Unis, à travers leur filiale américaine,
des citoyens français dans des fonctions managériales ou spécialisées. Ce qu'il faut comprendre de ce visa, c'est que c'est un visa d'investisseur. Donc, les autorités américaines attendent que l'entreprise française investisse aux États-Unis de façon substantielle, ce qui veut dire un investissement minimum autour de 50 à 100 000 $, plus proche de 100 000 $, qui doit être proportionnel en fait à l'activité. Donc, il n'y a pas vraiment de chiffre minimum, mais c'est une question de proportionnalité. Et ce qui est important également de comprendre, c'est que les autorités américaines attendent que cet investissement favorise l'embauche de citoyens américains qui permettent de faire prospérer l'économie. Donc c'est un visa en général que les autorités américaines sont ravies de délivrer si le dossier est crédible et surtout si le dossier démontre qu'il y a déjà des citoyens américains d'embaucher et qu'il y aura d'autres citoyens américains d'embaucher. Un élément important du dossier de demande de visa est l'élaboration d'un business plan de 5 ans, parce que le visa est en général donné pour 5 ans renouvelable, qui permet de démontrer que l'investissement va générer de l'embauche américaine et va contribuer à l'économie. Il faut également bien comprendre que la notion d'investissement est une notion qui doit comporter une notion de risque financier. C'est-à-dire que ça ne peut pas être un investissement passif, mais il faut que ce soit un investissement actif, en ce sens qu'il faut que des fonds aient été engagés de façon définitive. C'est pas simplement investir de l'argent en mettant un montant sur le capital de la société. Il faut qu'il y ait des dépenses concrètes. Et il faut également que la société ait commencé d'une certaine façon ses opérations aux États-Unis. Donc en réalité, dans une démarche d'implantation, la demande de visa E2 arrive généralement plutôt non pas au début du processus, mais plutôt vers le milieu ou la fin du processus d'implantation, puisqu'il faut montrer un certain historique pour démontrer la crédibilité. C'est un visa qui est assez utilisé par les entreprises françaises, puisque s'il est obtenu, il est valable 5 ans, et surtout, il n'y a pas de limite à son renouvellement, ce qui est le cas en général des autres visas qu'on va voir. On va donc maintenant parler du visa H1B, qui est un visa de travail, entre guillemets, classique, qui n'est pas lié à un traité ou à la nationalité d'une société, mais qui est lié à ce que l'employé exerce des fonctions spécialisées avec un salaire minimum qui corresponde à ces fonctions spécialisées. Donc un salaire relativement élevé. Et ces fonctions spécialisées sont en général définies par un niveau d'au moins équivalent à un bac plus 4 pour pouvoir démontrer que les fonctions nécessitent que le candidat ait un niveau cadre minimum. Le désavantage de ce visa, c'est qu'il est limité en nombre, puisqu'il y a un quota annuel qui est de 65 000 visas par an, qui est en général, depuis ces dernières années, sursouscrit chaque année. Pour vous donner une idée, en fonction du nombre de dossiers reçus et le nombre de dossiers retenus, les dossiers sont envoyés au 1er avril de chaque année. Et il y a en réalité une loterie parmi tous les dossiers reçus au 1er avril. Et les chances d'obtention ou de sélection sont autour de 30 à 33% en fonction des années. Bon, évidemment, c'est un processus totalement aléatoire. Et uniquement les dossiers qui ont été sélectionnés dans la loterie sont instruits. Et ensuite, vous avez la procédure d'instruction avec, in fine, une acceptation du dossier ou un refus du dossier en fonction des critères. Donc c'est un processus aléatoire et qui évidemment n'est pas pratique dans la mesure où on ne sait même pas si le candidat va être retenu, puisque c'est le principe d'une loterie. Et en plus, la demande de visa se fait le 1er avril, mais le début de validité du visa est 6 mois plus tard, au 1er octobre, le temps que la loterie soit organisée et que le dossier soit instruit. L'autre désavantage de ce visa, c'est un visa qui est limité dans le temps à un total de 6 ans en fait 2 fois 3 ans. Voilà.
Donc le principal problème du visa H1B, ce sont les quotas qui sont malheureusement toujours qui sont le fait de la décision du Congrès, et le Congrès n'a pas l'intention pour l'instant d'augmenter ces quotas, malgré le fait que beaucoup d'entreprises américaines, notamment dans le secteur technologique ou informatique, souhaitent que ces quotas augmentent. L'autre visa dont on va parler également, c'est le visa de transfert intragroupe, qui est le visa L1, qui est un visa qui nécessite, que l'employé ait travaillé depuis au moins une année dans une société membre du même groupe, soit société mère ou société sœur ou société fille, pour pouvoir être envoyé aux États-Unis dans la filiale ou dans la société mère ou sœur. Il y a deux sous-catégories de visas. Vous avez le visa L1A, qui est le visa pour les employés qui ont un rôle managérial, donc qui ont supervisé une équipe en France par exemple, et qui vont superviser une équipe aux États-Unis. La durée de ce visa L1A est de 7 ans maximum. Et l'autre sous-type de visa est le visa L1B pour les employés qui ont une connaissance extrêmement spécialisée dans un produit, typiquement le produit que fabrique la société. C'est un visa qui est relativement difficile à obtenir puisque les critères de connaissances spécialisées sont très strictement appliqués, et les critères managériaux également. Il faut vraiment que ce soit des gens qui soient chefs d'équipe et qui ont un niveau managérial élevé. Pour une société qui débute aux États-Unis, qui ne peut pas faire de visa E2 pour son employé, qui par exemple n'aurait pas la nationalité française, si la société a moins d'1 an d'existence, le visa n'est délivré que pour une année au préalable, pour montrer, et puis ensuite il doit être renouvelé, et lors du renouvellement, il faut évidemment démontrer que la société soit bien établie aux États-Unis et recruter l'équipe que l'employé est censé superviser. Ensuite, on va parler rapidement du visa J1, qui est le visa qu'on appelle jeune professionnel, qui permet en fait d'envoyer quelqu'un pour jusqu'à 18 mois pour travailler aux États-Unis dans une société pour un poste de junior. C'est en réalité un visa de stagiaire. Vous avez deux types de visas, soit les visas de stagiaire pendant ou dans l'année qui suit la fin des études, qui est valable 12 mois, et le visa de jeune professionnel, qui est valable 18 mois, qui nécessite que le bénéficiaire ait déjà obtenu son diplôme, niveau bachelor minimum, et au moins une année d'expérience post-diplôme. Et ce visa n'est pas renouvelable. Bon, après vous avez la carte verte, qui est la résidence permanente, qui s'obtient en général de 3 façons. La loterie, dont vous avez certainement entendu parler, qui est un processus aléatoire, par la voie familiale, si vous avez un membre de la famille qui est citoyen américain, généralement conjoint, ou si votre employeur vous sponsorise. C'est un processus similaire au sponsoring pour un visa temporaire, mais la différence importante est que le processus est beaucoup plus long. On parle d'une durée de processus entre 2 et 3 ans minimum en ce moment. Donc voilà. Donc ce qui est très important de comprendre pour les visas, c'est que il y a une grosse part d'aléas dans l'instruction du dossier qui a été augmentée avec l'administration américaine actuelle, où les dossiers sont très strictement revus et rien n'est garanti. Et évidemment, il faut s'y prendre le plus tôt possible, puisque c'est un processus qui prend, même pour les visas E2, qui sont relativement, pour les grosses sociétés, faciles à mettre en place, on parle quand même d'un délai de plusieurs mois d'instruction. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la procédure, mais chaque visa nécessite un rendez-vous à l'ambassade américaine, en général à Paris, et parfois il y a des délais pour obtenir ce rendez-vous, et même une fois le rendez-vous passé, des délais pour obtenir le visa qui est apposé dans le passeport suite au rendez-vous, même si le rendez-vous est positif. Voilà. Donc important d'avoir l'idée et cette étape visa en tête dès le début du processus d'implantation pour pouvoir monter le dossier au niveau corporate de la bonne manière, afin de ne pas se rendre inéligible pour tel ou tel type de visa
qui pourrait poser des problèmes pour envoyer vos collaborateurs par la suite. Merci beaucoup. Hervé, on va passer à la slide suivante. Oui, alors avant de passer sur les notions de droit, ce que je voudrais aussi redire, c'est vrai qu'on rencontre beaucoup d'entreprises en France et un des points qui est souvent délaissé ou géré tout à la fin du processus, c'est l'aspect visa. Je pense qu'il y a deux typologies d'entreprises. Lorsque l'entreprise a déjà une implantation américaine, a déjà une première filiale, une structure, une entité légale, la démarche est beaucoup plus simple parce que là, vous bénéficiez d'un historique. Et dans ce cadre-là, le visa E2 est clairement indiqué. Et en quelques mois, 2 à 3 mois, ça vous permet de pouvoir permettre à des salariés français de pouvoir arriver sur le sol américain avec le bon visa. Ensuite, c'est pour les entreprises qui envisagent, qui ambitionnent des implantations, une implantation complètement nouvelle sur le territoire US, où là, il y a beaucoup d'anticipation à avoir. Et ce n'est pas parce que vous créez un business, que vous créez une structure sur place, que automatiquement, vous aurez un visa. Il y a des contraintes, il y a un contexte spécifique, ce que nous a indiqué Hervé Linder. Ce n'est pas impossible, mais ça va prendre plusieurs mois, de 6 à 12 à 18 mois, sachant que ce processus, selon la typologie des visas, n'est pas toujours garanti. Et ce que l'on note enfin, c'est que depuis 2-3 ans, je ne sais pas si c'est lié à la nouvelle administration, mais il y a de plus en plus de contrôles et beaucoup plus de procédures. Ça se renforce un petit peu et il est parfois un peu moins facile d'avoir ces visas. Voilà. Donc, si vous avez des questions… Oui, ce qu'on voit également, c'est que même si ce n'est pas un critère officiel pour les visas, c'est que souvent, notamment avec l'application du Hire American Act, les officiers consulaires ou les officiers d'immigration se posent la question pourquoi ne pas embaucher un Américain pour ce poste plutôt que de faire venir un étranger. Donc c'est une question, et surtout pour les visas E2. Pour des postes qui sont des postes spécialisés ou managériaux qui ne nécessitent pas de compétences particulières ou spécifiques à la société, souvent les dossiers sont challengés pour cette raison. Je crois qu'on t'entend pas, Patrick. Je disais, j'ai une question de la part d'une personne, une société connectée. Est-ce que pour le visa J1, est-ce que le bachelor est obligatoire, sachant que le visa J1 est typiquement celui dont vont pouvoir bénéficier les VIE, donc dans le cadre du programme Business France. Mais est-ce que pour le visa J1, est-ce que le bachelor est obligatoire? Alors, encore, il y a deux types de visa J1. Le visa J1 qu'on appelle stagiaire, donc intern, nécessite soit d'être étudiant, donc en bachelor, mais sans l'avoir obtenu, ou de l'avoir obtenu depuis moins d'1 an. L'autre visa nécessite que le bachelor soit obtenu. Le bachelor est obligatoire, mais il peut être remplacé s'il n'y a pas de bachelor par 5 années d'études, 5 années d'expérience professionnelle. Très bien. Une deuxième question concernant le visa E2. Quel est le budget moyen et le timing? Alors, le budget moyen d'obtention de ce visa, comme indiqué sur la slide, est autour d'entre 5 et 10 000 $. Le timing, alors en réalité, à partir du moment où le dossier est envoyé à l'ambassade, il faut compter à peu près 8 semaines. Mais ce qui prend le plus de temps, c'est d'assembler les pièces nécessaires à la constitution du dossier. Et ça dépend évidemment de la société, de la rapidité avec laquelle la société fournit les pièces constitutives du dossier, si la société est déjà constituée, si elle a déjà un historique opérationnel aux États-Unis, etc. Tout ça, ce sont des éléments qui varient pour chaque dossier. Mais à partir du moment où le dossier complet est envoyé à l'ambassade, il faut compter autour de 8 semaines en ce moment pour obtenir un rendez-vous à l'ambassade américaine de Paris. Et à l'issue de ce rendez-vous, s'il est positif, le visa est reçu en général une dizaine de jours plus tard. Merci Hervé. Une dernière question. Quel visa conseillerais-tu pour une personne post-VIE? Alors,
si c'est une personne de nationalité française qui peut en réalité justifier d'une expérience, en général pour les visas E2, on demande au minimum 2 ans d'expérience, on pourrait partir sur un visa E2 employé. Mais il faut qu'il y ait une expérience préalable d'au moins 2 ans. Très bien. Merci encore. On va pouvoir poursuivre avec toi, Hervé, sur les notions de droit du travail aux États-Unis. Donc, on a un collaborateur, il a son visa. Quelles sont les notions de droit auxquelles je dois faire face pour ce marché américain? Alors, comme on l'a rappelé, le droit du travail au sens français du terme n'existe pas vraiment aux États-Unis. C'est totalement différent dans la mesure où vous avez le principe ici, c'est le contrat, il y a l'absence de contrat de travail au sens français du terme, c'est-à-dire d'engagement contractuel entre un employeur et un employé, sauf pour les postes de très haut niveau. C'est ce qu'on appelle employment at will, donc agré. Ce qui veut dire que, en théorie, l'employeur comme l'employé peut quitter l'entreprise à tout moment, sans préavis, même si effectivement il y a un préavis de 15 jours qui est un préavis de courtoisie plus qu'autre chose. C'est une fausse facilité puisque évidemment tout ça n'étant très peu encadré au moment de l'embauche, on signe simplement une lettre d'embauche. L'entreprise transmet une lettre d'embauche à l'employé qui est très simple, qui énumère son poste, ses horaires de travail, son salaire et une petite description du poste, et surtout la notion que c'est un emploi at will, donc agré, et cette lettre ne constitue pas un contrat de travail. Ensuite, si l'employé veut quitter son poste, il est très difficile de le retenir. La situation qui est la plus fréquente, où on peut avoir des difficultés, c'est si l'employeur souhaite se séparer de son employé. Il y a beaucoup de notions, même si ça paraît en théorie très facile, ça ne l'est pas tant que ça, puisque les notions de non-discrimination, de harcèlement sont des notions qui sont très présentes aux États-Unis, où on est dans un environnement où le contentieux est potentiellement partout présent très facilement. Donc, il faut, même s'il est techniquement possible de licencier un salarié très facilement sans préavis, il faut se prémunir des problèmes que pourrait poser un employé qui se ferait licencier et qui contesterait le licenciement, même si il n'y a pas de raison de le contester sur un plan juridique, puisque c'est un emploi at will, mais qui pourrait tenter de contester le licenciement en engageant une procédure pour discrimination, harcèlement sexuel, moral, religieux, même si cette procédure sur un plan juridique a peu de chances d'aboutir. Donc, il faut se prémunir en prenant en fait des précautions en amont. La première précaution, c'est l'établissement de façon très claire ce qu'on appelle un Employee Handbook, qui est un règlement intérieur, qui est en fait qui précise toute la réglementation et les droits des employés au sein de l'entreprise. C'est un petit peu votre police d'assurance pour éviter que si jamais il y a un problème, l'employé ne puisse pas dire le problème n'a pas été correctement géré, puisqu'en général la réponse devrait se trouver dans ce règlement intérieur. Donc, c'est très important de l'avoir mis en place et de l'avoir communiqué à l'employé lors de son embauche. Ensuite, souvent les sociétés au moment du licenciement, pour justement devancer les problèmes de poursuites judiciaires qui sont fondées ou pas, ou de menaces de poursuites judiciaires, font une transaction avec l'employé au moment du licenciement. Cette transaction, en fait, nécessite évidemment le paiement d'une indemnité supplémentaire, puisqu'en général, quand vous êtes licencié, vous n'avez pas de droit à recevoir une indemnité quelconque. Et cette indemnité supplémentaire est sujette à négociation,
Mais l'intérêt de verser une indemnité supplémentaire, et c'est l'intérêt principal de cette transaction pour l'employeur, c'est que l'employé signe, au moment où il quitte l'entreprise, un engagement de non-poursuite. C'est-à-dire que on verse 1 ou 2 mois de salaire en plus, mais on est certain que l'employé ne pourra pas poursuivre l'entreprise pour des motifs plus ou moins farfelus après avoir quitté l'entreprise. Ça évite d'avoir une épée de Damoclès sur la tête, parce que vous avez certains groupes évidemment qui sont protégés, les minorités religieuses, les minorités raciales, les minorités sexuelles, même les minorités des gens qui sont au-delà, qui ont un âge au-delà de 40 ans, etc., qui sont des groupes entre guillemets protégés, des classes protégées aux États-Unis, et qui peuvent plus facilement recourir à des processus des menaces de poursuite pour des raisons discriminatoires, sachant que l'environnement juridique aux États-Unis permet très facilement de recourir à un avocat qui, pour l'employé, va se rémunérer sur ce qu'il rapporte à l'employé. Donc, ce sont des honoraires de résultats. Donc, ça ne coûte rien, entre guillemets, à l'employé de lancer une poursuite judiciaire, sachant que l'avocat va récupérer en général un tiers de la somme, de l'indemnité ou de la somme qu'il récupérera devant un tribunal. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien comprendre ça et d'anticiper ce problème en se posant la question de l'opportunité de verser par anticipation un petit peu plus au moment du licenciement, mais pour avoir, entre guillemets, l'esprit tranquille par la suite. Surtout quand on vient d'arriver aux États-Unis, que la société vient de s'implanter, ce sont des procédés qui sont très longs, qui sont très, très chronophages, et qui coûtent très cher si jamais on va au contentieux, puisque évidemment la société devra se défendre et prendre un conseil pour se défendre si elle est attaquée pour discrimination, même si in fine la discrimination ne sera pas établie. Voilà. Donc c'est une fausse facilité de dire que le contrat, que c'est agréé, mais avec certaines mesures qu'on peut prendre au préalable, on peut limiter les risques. Et le but de toute l'opération, c'est évidemment de limiter les risques le plus possible. Voilà. Parfait, merci encore à toi, Hervé, pour ton intervention. En synthèse, en fait, la législation américaine apporte beaucoup plus de flexibilité que celle que l'on peut connaître en France. On est sur des niveaux de charge moins importants. C'est ce que l'on va voir ensuite avec l'intervention de Louis Blard. On peut licencier du personnel avec une certaine facilité. Pour autant, il convient de prendre certaines précautions pour faire en fait ces licenciements avec la forme que cela requiert en termes de procédure, et puis aussi c'est être accompagné. Souvent, ce que font les compagnies américaines, c'est lors de l'entretien de licenciement, avoir toujours une personne, un témoin. Voilà. Donc, des questions, n'hésitez pas. J'ai une question, Hervé. Est-ce qu'il faut verser des indemnités de rupture de contrat? Il n'y a pas de rupture, donc non. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que la jurisprudence, vous mettez fin à un contrat, et c'est ce que vous retrouvez dans les films où les personnes partent avec leur boîte et leurs affaires. Après, l'usage fait qu'il y a 2 semaines, plus ou moins. Voilà, il y a 2 semaines, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la lettre d'embauche, at will, agré, ne constitue pas un contrat de travail ou un engagement contractuel entre l'employeur et l'employé. C'est pour ça qu'il faut bien la rédiger pour éviter que certaines clauses soient considérées comme contractuelles. Donc, il n'y a pas de rupture de contrat sans contrat. Parfait. Merci encore pour ton intervention. Je vais maintenant laisser Louis Blard intervenir. Donc, on a recruté vos équipes, vos talents aux États-Unis. On a mis en place le visa ou les visas qui vont bien. Maintenant, il convient de gérer ces personnes au quotidien, à démarrer par ce qu'on appelle le onboarding, donc l'enregistrement de ces personnes au sein de l'entité locale. Louis, à toi.
Merci Patrick, bonjour tout le monde. Alors, je vais vous parler de la gestion de la paye aux États-Unis et notamment sur les moyens d'embaucher et sur le véhicule à utiliser pour embaucher du personnel aux États-Unis. Vous avez deux options possibles actuellement. D'une part, le portage salarial et d'autre part, la création d'une filiale spécifique et la gestion de la paye à l'intérieur de cette filiale. Donc, pour moi, la nécessité à l'origine, c'est de se poser la question, quelle est l'activité à réaliser sur le territoire américain? Est-ce que, plus simplement, je passe par une solution de portage salarial, ce qui me permet une certaine flexibilité, ou bien je veux réellement faire un investissement sur le territoire américain et je crée une structure. Alors, dans le cadre du portage salarial, il faut savoir que Altios, on peut proposer cette notion de portage salarial. On est le véhicule légal pour salarier la personne que vous souhaitez recruter. C'est nous, en tant qu'employeur, qui portons la responsabilité de rémunérer la personne et de payer les taxes et impôts de cette personne-là dans l'État dans lequel il sera salarié. Donc juridiquement, c'est nous qui sommes le responsable de cette personne-là. Donc il s'agit d'un contrat tripartite entre vous-même, client de Altios, et un contrat de travail entre Altios et le salarié. Ça veut dire que ça permet de salarier une personne ou des personnes sans la création d'une filiale spécifique, avec toutes ces obligations qui sont liées à la constitution de la société. Et c'est assez rapide à partir du moment où les conditions sont définies, vous avez trouvé la personne, etc. En une semaine, 2 semaines, on peut avoir monté le dossier et engager la procédure et avoir la personne sous notre payroll, sous notre paye. Il faut savoir que le budget pour ce portage salarial, il est de $500 de gestion par mois et de 6 à 10% sur l'ensemble des frais qui sont supportés par Altios. Alors, ce qu'il faut savoir dans le portage salarial, je reviens, et c'est vraiment très important d'avoir cette notion-là, c'est que c'est Altios l'employeur. Donc, ça veut dire que si demain vous souhaitez vous séparer de la personne, c'est Altios qui s'en sépare. Ce n'est pas vous, client, qui faites la procédure de licenciement, qui envoyez un courrier pour licencier la personne, etc. C'est à Altios de le faire. Sinon, on aurait des soucis. Donc, c'est vraiment quelque chose de très spécifique qu'il faut avoir en tête. L'autre possibilité, je reviens au début où je disais qu'il y avait 2 options possibles pour créer la société. Donc, d'une part, le portage salarial, d'autre part, la création d'une filiale avec la gestion de la paye. Donc, cette solution, finalement, vous permet d'avoir sur site aux États-Unis, dans n'importe quel État, une structure juridique qui va permettre d'embaucher sous le nom de votre structure du personnel. Donc, ce qui permet une implantation, une présence plus importante pour vos clients, pour vos partenaires, pour vos fournisseurs, d'avoir une présence plus importante et donc une présence plus importante. Ce qui permet aussi de se constituer notamment un historique. On revenait tout à l'heure, Guy et Hervé en ont parlé, et Patrick, c'est de se créer un historique en tant qu'employeur. Si vous voulez faire venir du monde aux États-Unis, si vous avez embauché déjà des Américains ou d'autres visas, vous créez un historique. Ce qui permet notamment de faciliter l'obtention de visas. Nous, le travail d'Altios, dans ce cas-là, c'est de gérer pour vous votre filiale. Donc, c'est de prendre la main sur votre filiale d'une certaine manière, de gérer la payroll,
de gérer, si vous le souhaitez, la facturation de vos clients, de gérer toute la partie administrative et comptable et les taxes qui en découlent. La création d'une filiale, il faut considérer un budget de 4 à 5 000 $ pour gérer la filiale, plus ensuite le coût de gestion mensuel qui est relatif, bien évidemment, au temps consacré et au volume que vous souhaitez nous confier. L'intervention d'Altios ici est relativement à tiroir. Il s'agit d'un contrat de prestation entre Altios et vous-même et on définit ensemble les modalités de l'intervention. Il faut savoir évidemment que dans ce cadre-là, si vous créez une structure juridique aux États-Unis, comme en France, vous aurez des impôts à payer, des impôts au niveau fédéral, au niveau étatique et parfois au niveau local, au niveau des villes. Et ça, nous travaillons avec des partenaires, des CPA, donc des experts comptables américains, qui sont en charge de réaliser ces déclarations fiscales. Et le budget pour déclarer une liasse fiscale au niveau fédéral et dans un État est de l'ordre de 3 500 $ par an. Donc, on va passer à la slide suivante, si tu veux bien, Patrick, où on va faire on va définir un petit peu le coût des cotisations, le coût de la paye aux États-Unis. Vous avez certainement tous entendu parler que le coût du travail est moins important aux États-Unis, en tout cas au niveau des charges sociales. Le coût des charges sociales est moins important aux États-Unis qu'en France. Si vous voyez le tableau résumé, vous voyez que le coût des cotisations patronales pour un employeur hors couverture sociale est de l'ordre de 15-16%, ce qui dépend évidemment de l'État évidemment où vous allez employer votre salarié. Mais bon, en grosso modo, on est sur du 15 entre 13 et 16%, on va dire. Et le coût des cotisations sociales pour le salarié est de l'ordre de 7 à 8%. Quand vous comparez à ce qui se passe en France, où vous avez un coût des cotisations sociales employeur de l'ordre de 45 à 50% et un coût des cotisations sociales employées de l'ordre de 30-32%, vous voyez évidemment qu'il y a une réelle différence. Évidemment, ici, je ne parle pas de la couverture sociale. Dans ces taux ne sont pas inclus la couverture sociale. Et comme le rappelait Guy tout à l'heure, le package couverture sociale, plan retraite et autres bénéfices sont ce qui va faire la différence et ce qui va rajouter au coût, évidemment, au coût du travail pour votre salarié. Une couverture santé d'un salarié aux États-Unis peut varier de 500-600 $ à 1 300 $ par mois. On est évidemment loin des taux français de couverture santé, mais évidemment, vous voyez bien que c'est une compensation entre les cotisations sociales employeurs et entre la France et les États-Unis. Vous avez évidemment aussi la possibilité de fournir à ce qu'on appelle un plan de retraite 401k qui n'est pas ou très peu inclus aux États-Unis dans les cotisations d'origine employeur. Et donc, ce plan 401k permet à l'employé de souscrire tous les mois ou de verser sur un plan pour sa retraite future et à l'employeur de contribuer également à ce plan. Alors, il y a toujours évidemment des limites, il faut les voir et le plan doit être défini aussi à l'origine, mais ça fait partie d'un package qui favorisera votre dossier en tant qu'employeur vis-à-vis d'un autre, de même que la couverture santé et de même que tous les autres avantages que vous pouvez proposer à vos salariés, autres que, comme le disait tout à l'heure Guy, le nombre de congés, etc. Du fait de la situation de plein emploi, la force est du côté des employés qui ont toute la capacité à choisir entre deux entreprises. Et donc, le but, c'est de mettre évidemment toutes les billes de votre côté pour attirer
mais également fidéliser vos candidats, vos talents dans l'entreprise. On va passer à la slide suivante, si tu veux bien, Patrick. Voilà. Alors, nous aux États-Unis, nous utilisons des prestataires que vous connaissez peut-être certainement en France, notamment le prestataire ADP. Nous utilisons également le prestataire Paychex. Donc, ce sont eux qui sont en charge de réaliser les bulletins de paye avec les instructions que nous leur transmettons et qui ont été validées par évidemment le client. Ils sont en charge d'établir les bulletins de paye selon la périodicité qui a été définie. Ça peut être une périodicité mensuelle, mais cela peut être une périodicité également semi-mensuelle, voire toutes les 2 semaines, ce qui est un rythme encore différent. Tout dépend des obligations de l'État dans lequel vous êtes et de la rémunération versée à vos salariés. Et donc, ces organismes-là, ADP et Paychex, sont en charge de calculer les cotisations sociales, de calculer les prélèvements d'impôts sur le revenu qui sont faits à la source. Donc, vous allez en France bientôt y passer. Ici, aux États-Unis, c'est quelque chose évidemment qui est établi depuis des années. Donc, ça se fait très simplement sur la base notamment des informations qui ont été soumises par le salarié. Ici, on parle de cotisation et d'impôt, donc d'impôt à la source. Donc, le salarié va toucher son montant net qu'il sera ensuite en mesure d'utiliser pour ses propres besoins. Donc, ce qui est bien important, évidemment, de définir quand vous rémunérez quelqu'un, c'est de partir sur une rémunération nette ou de partir sur une rémunération brute. Évidemment, le calcul n'est pas le même et les implications sont différentes. Ici, aux États-Unis, à New York, nous avons une équipe de 6 personnes qui sont dédiées, donc un pôle que je manage particulièrement, qui sont des comptables, experts comptables, spécialistes en ressources humaines, en RH, et donc qui chacun compose le pôle et qui sont à même de répondre à vos questions sur un ensemble de questions qui vous intéressent. Nous sommes évidemment en relation étroite, que ce soit avec les avocats, donc notamment avec Hervé, mais également avec les CPA, les experts comptables, à qui nous communiquons régulièrement les informations qui leur permettent d'établir les déclarations fiscales annuelles auxquelles vous avez à faire face évidemment en France, ce qui est nécessaire, mais également les calculs d'acompte, d'impôts, comme en France, avec une périodicité trimestrielle. Donc, nous avons une relation étroite avec ces intervenants et qui nous permettent d'apporter un service complet à nos clients. Aujourd'hui, nous gérons à peu près 80 payes, que ce soit des payes portées sous Altios ou que ce soit des payes portées par nos clients dans le cadre de leur structure propre. Et nous gérons, comme le rappelait tout à l'heure Patrick, une 60aine de filiales, plus ou moins grosses, évidemment, ça dépend ou plus ou moins importantes, ça dépend de l'activité qui est réalisée aux États-Unis, mais nous apportons une prestation complète. Et si des notes de frais doivent être remboursées aux salariés, le rôle d'Altios, c'est évidemment de contrôler ces notes de frais, qu'elles sont en phase avec la législation et de vous avertir si des notes de frais ne sont pas en accordance avec la législation ici. Aujourd'hui, souvent, on nous pose des questions, et j'ai pas plus tard que ce matin ou hier, des questions sur est-ce que je peux payer le billet d'avion de mon salarié et de sa famille pour rentrer en France? Est-ce que je peux est-ce que je peux payer la scolarité des enfants de mon salarié? Ce qui serait une forme de rémunération. Alors, nous, ces questions, on y apporte une réponse avec notamment les experts comptables qui nous accompagnent pour faire en sorte que vous soyez dans les règles du pays. Le but, c'est de vous éviter
évidemment un contrôle fiscal et un redressement fiscal par la suite. Donc, voilà, le but c'est vraiment de vous mettre en sécurité par rapport à la législation et par rapport aux envies que vous avez pour fidéliser vos salariés. On comprend évidemment cette notion-là, mais il faut rester dans les clous. Et un contrôle fiscal et les conséquences d'un contrôle fiscal vous serez beaucoup plus dommageables que le fait d'être dans la légalité dès le départ. Merci Louis, on va avancer un peu plus rapidement. On a pris un peu de retard. Je vais te laisser intervenir sur les 2 prochaines slides que sont la partie couverture médicale, en fait, revenir très rapidement en 2 minutes sur le système de santé et puis finir en fait sur l'aspect RH aux États-Unis, sur des notions de jours fériés et de congés. Merci Patrick. Donc, ouais, je vais revenir très rapidement sur la couverture médicale. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il y a une multitude de couvertures médicales ici aux États-Unis, d'un coût de 5 à 600 $ par mois, jusqu'à 1000 à 1500 $ par mois pour un employé. Donc, c'est quelque chose qui fait partie du package que les salariés sur lequel les salariés vont vous challenger pour savoir quel est votre montant de prise en compte et de participation sur ces packages. Parce qu'évidemment, ce sont des coûts importants et ils doivent être supportés soit par l'employeur, soit par l'employé, soit par les deux. Donc voilà, je vais passer assez rapidement, sachant que aujourd'hui, pour une entreprise qui a moins de 50 salariés, il n'y a pas d'obligation d'offrir une couverture médicale ni de participer à un plan retraite. Cependant, encore une fois, c'est des moyens de fidéliser et d'attirer les candidats. Donc, même si vous n'avez pas d'obligation légale de le faire, on vous encourage à le faire et on vous accompagne à Altios avec les partenaires, que ce soit ADP ou Paychex, pour choisir les meilleurs plans qui vous conviennent. Alors, au niveau de l'indemnisation des travailleurs, ici vous avez ce qu'on appelle la Workers' Compensation, donc c'est ce qu'on appelle, c'est l'équivalent du taux accident du travail en France, qui permettent d'indemniser les salariés s'ils ont un accident dans le cadre de leur responsabilité, de leur travail. Aux États-Unis, vous avez une dizaine de jours fériés qui sont établis aux États-Unis. Donc, vous avez la liste sur la partie droite de la slide. Il est évidemment apprécié de respecter ces jours fériés. Vous avez aussi des jours fériés, ça ce sont des jours fériés fédéraux, mais vous avez aussi des jours fériés par État. Ce sont aussi un certain nombre de bénéfices qui ne sont pas forcément rémunérés en tant que tels sur la paye, mais qui font partie des bénéfices qui sont accordés aux salariés. Et évidemment, le plus vous accordez de jours fériés, le plus le salarié sera enclin à choisir votre entreprise. Vous n'avez pas d'obligation de jours de vacances rémunérés, mais en général, on prend 2 semaines de congé qui évoluent au fur et à mesure de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Et donc ça fait partie aussi de la négociation entre l'employeur et son salarié. Voilà. Merci beaucoup Louis. On va aborder une dernière partie qui concerne en fait les solutions d'hébergement aux États-Unis. Donc je vais animer directement. Donc en fait, en tant que partenaire de la région Nouvelle-Aquitaine, nous disposons aussi donc sur New York où nous sommes situés de bureaux, à environ 350 mètres carrés. Et dans ce cadre-là, depuis maintenant pratiquement 20 ans, nous proposons des solutions d'hébergement à des entreprises françaises, soit pour leurs collaborateurs, soit pour des VIE. Le VIE
peut être intéressant pour les entreprises qui veulent peut-être forger davantage leur stratégie ou qui veulent renforcer une présence aux États-Unis avec une ressource locale. Donc, nous étions historiquement dans le centre de Manhattan et depuis maintenant 3 ans, on a migré parce que les loyers deviennent de plus en plus chers à Manhattan. On est juste à côté, en face des Nations Unies, dans le Queens, du côté de Queensboro Bridge, et en un quart d'heure directement depuis le centre de New York. Voilà. Donc ensuite, on propose des solutions soit sous format bureau individuel pour des entreprises open space ou bureau fermé, sachant qu'à cela, la personne ou les personnes peuvent profiter également de solutions concernant des salles de réunion et ont accès à l'ensemble des installations du bureau, que ce soit la partie cuisine, imprimante, réseau, support Internet et autres. Voilà. Donc, voilà les solutions qu'on peut proposer. Et puis, un dernier mot simplement pour vous rappeler qui nous sommes. Donc, nous sommes une société spécialisée dans l'implantation et le développement des entreprises françaises sur le marché américain. On est présent dans 18 pays. Et donc, on propose au travers de ce programme Booster des solutions soit pour accompagner les entreprises sur la partie RH, recrutement, portage, hébergement, mais également pour tout ce qui peut être création et gestion de filiales ou des stratégies d'implantation par croissance externe ou implantation industrielle. Si vous avez des questions, profitez-en. Nous arrivons à la fin de notre webinaire, donc on reste à votre écoute sur ces questions RH. En synthèse, par rapport au RH, vous avez affaire à un marché qui est complètement différent dans son fonctionnement, un contexte de plein emploi qui complexifie la recherche et qui fait que les candidats demandent un peu plus en termes de package et il faut savoir être très réactif pour les capter et puis également derrière apporter tout le support pour pouvoir les fidéliser. En termes de visa, les solutions existent, c'est simplement un point à anticiper. Et sur la partie gestion RH au quotidien, nos équipes d'experts basées directement sur New York sont également présentes à vos côtés pour vous aider. Voilà. Est-ce que certains d'entre vous, on peut prendre 2-3 questions si vous en avez, n'hésitez pas. Est-ce que... Donc, pour nous contacter, vous retrouvez les coordonnées de nos équipes. Vous pouvez également contacter les personnes de la région Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes là pour vous accompagner, vous conseiller et vous apporter des solutions opérationnelles sur ce marché américain. Voilà. Merci à vous tous en vous souhaitant une très bonne fin de journée et merci encore une fois à nos différents intervenants et experts. Merci à tous. On pourra vous donner accès à la présentation via la région Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Merci et à très bientôt.